Bonjour, ben plutôt bonsoir. Donc, comme vous voyez, une conseillère pédagogique amène parfois du travail à la maison comme les enseignants. Puis ce soir, ben, le travail que j'ai amené à la maison et les capsules, donc les vidéos à faire autour de l'apprentissage par la résolution de problèmes. Donc, aujourd'hui, on regarde dans nos trois modalités. Ben, on en regarde une dans le détail, puis les deux autres seront traitées dans une vidéo là à part, une vidéo en soi. Donc, quand on veut travailler l'apprentissage par la résolution de problèmes, en fait, on va se parler beaucoup de planification. Le succès de l'opération repose sur la planification, puis repose aussi sur le choix d'un bon problème. Donc, comment on va faire notre choix de problème? Bien, en fait, ce qu'on va rechercher, on va commencer par chercher un problème dont la démarche va être inconnue des élèves. Donc, parfois, hein, on vit ça, on fait un problème, là, comme par exemple un budget pour la fête du carnaval, aller à la fête du carnaval avec sa famille, puis on va ensuite faire un budget pour aller assister à un concert de l'orchestre symphonique. Ben, là, à ce moment-là, on n'est plus dans de l'apprentissage par la résolution de problèmes parce que la démarche est maintenant connue des élèves. Donc, on est dans une idée où la démarche est inconnue des élèves, puis l'élève ne devrait pas non plus connaître tous les concepts nécessaires à ces résolutions. Par contre, on va quand même rechercher à avoir des possibilités de stratégie que l'enfant pourrait connaître pour résoudre le problème, ce qui va nous aider à rester dans la zone proximale de développement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais c'est qu'on va aller chercher un problème dont l'élève connaît une partie des concepts nécessaires pour le réaliser, mais pourrait le réaliser aussi de d'autres façons, sans nécessairement prendre la voie la plus efficace. Je sens là que c'est temps de vous donner un exemple. Fait que je vais vous raconter je l'ai peut-être déjà raconté, je vais vous raconter l'an passé, oui, je pense que c'est l'an passé où j'étais allée, oui, l'an passé, j'étais allée en classe de première année, début octobre, pour faire là, une activité d'apprentissage par la résolution de problèmes. Puis, le problème était assez simple. Les élèves avaient des petits sachets de bonbons. Puis, les sachets, ben, il fallait diviser les bonbons entre deux copains. Puis, les élèves se rendaient compte éventuellement que il y avait 19 bonbons. Donc, il fallait prendre une décision avec celui qui restait. Mais quand je suis allée faire l'activité, ben en fait, les enfants étaient rendus là, on était fin septembre, début octobre, on était dans le 0,20. Ça, les enfants connaissaient 0,20, 0,30, mais au niveau là, de la boîte de 10, ben on était encore dans la subitisation là, du 10. Donc, on commençait là, à travailler là, autour de ça. Ensuite, les élèves n'avaient pas vu l'essence de la division, n'avaient pas vu non plus là, de vocabulaire lié à la fraction. Par contre, puis là, je fais le lien avec les stratégies, mais les enfants avaient déjà partagé une collation, partagé des bonbons, partagé des jouets. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait dans leur vie d'enfant. Donc là, on avait des stratégies possibles. Et puis, qu'il en reste un, ben dans certains cas, c'est quelque chose dans les familles, là, c'est quelque chose qui peut se produire quand il en reste un parce que on a vu certaines stratégies qui venaient là, de la vie courante. Dans ce problème-là, justement, on a vu plusieurs stratégies de partage, puis on a été capable d'en parler avec les élèves, puis les élèves ont été capables de résoudre le problème, même s'ils n'avaient pas vu tous les concepts nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de trouver des problèmes que les élèves ont vu une partie des concepts ou encore que les stratégies qui pourraient être utilisées sont à leur portée pour rester dans la zone proximale de développement. Ensuite, qu'est-ce que c'est un bon problème? Bien, ça va être un problème. Puis là, vous allez peut-être reconnaître nos critères de situation de problème là, dont on parle dans notre programme. Bien, ça va être un problème qui n'induira pas de démarche. Donc, quand je vais le lire, je vais pas nécessairement voir la démarche à réaliser pour résoudre le problème. Ou encore, ben, je verrai pas une feuille avec exactement toutes les données à trouver pour arriver à la réponse à la fin. On est dans un problème où on est dans l'apprentissage par la résolution de problèmes, ben on veut quelque chose de beaucoup plus ouvert que ça, puis beaucoup moins guidé, dirigé. C'est un problème qui va inciter à la réflexion, puis qui va inciter aux échanges entre les élèves. C'est un problème qui va représenter un défi qui sera réalisable, qui va permettre une variété de stratégies pour le résoudre. Donc là, comme ça, ben
les élèves, justement parce qu'ils n'auront pas nécessairement toutes les connaissances mathématiques requises, là, vous allez voir beaucoup de créativité dans leur résolution de problèmes. Ensuite, idéalement, c'est un problème qui va faire appel au vécu des élèves. Puis je vous dirais que si vous enseignez en milieu défavorisé, ça va être quasi primordial. Ça va être vraiment quelque chose de super important d'aller chercher quelque chose dans le vécu des élèves. Donc là, je vous donne un exemple. Pour un enfant qui n'aurait pas pratiqué le baseball, ben, parler d'une situation problème où on est dans un contexte de baseball avec un monticule, peut-être que là, on va se trouver à dévier notre période de résolution de problème à essayer de voir qu'est-ce que c'est un monticule, puis qu'est-ce que c'est notre contexte autour de ça. Je vous donne un autre exemple. Si on est en première année, il est possible que l'enfant ait peut-être vu un métro, mais peut-être que non aussi. Si notre métro, comme le moyen de transport, là, pas comme l'épicerie, mais si notre problème mathématique porte autour de stations de métro, puis de lignes là, dans un plan, puis qu'on est dans la région de Québec, où l'enfant a peut-être pas pris le métro, connaît peut-être pas qu'est-ce que c'est, connaît peut-être encore moins la façon de comprendre les stations, puis les cartes, ben à ce moment-là, c'est peut-être quand même audacieux de penser faire une résolution de problème où on veut que l'enfant apprenne des concepts mathématiques par la résolution de problèmes si le contexte est si extérieur à lui. Parce que la méconnaissance de son concept, de ce contexte-là va venir comme freiner toutes les stratégies qui seraient possibles de déployer. Ensuite, ben, on va chercher à avoir une ou plusieurs réponses possibles. Puis là, tu sais, dans la construction de la phrase, tu sais, là, vous dites peut-être, ouais, là, Catherine, une ou plusieurs réponses possibles, c'est bon. Tu couvres toutes les étendues possibles. C'est vrai, mais je l'ai écrit parce que on a cru pendant longtemps qu'un bon problème avait plusieurs bonnes réponses possibles et plusieurs stratégies possibles. Puis en fait, ben, on se rend compte que un bon problème pourrait avoir une seule bonne réponse possible. Faut pas balayer du revers de la main des problèmes où on a seulement une réponse possible en disant ah ben tu sais non parce que normalement il faut qu'il y en ait plusieurs. Attention, il y a des bons problèmes, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Il y a des bons problèmes qui vont être vraiment là, qui vont valoir la peine d'être réalisés en classe, puis qui vont être un défi vraiment à la portée des élèves, mais qui auront une seule réponse possible. Ça va demeurer des bons problèmes. Fait que c'est pour ça que je l'avais écrit sur la diapositive. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, ben, on va se parler aussi de planification. Parce que ça va être important pour que l'exercice fonctionne. Si on veut, là, pour qu'on rate pas notre cible, ben, ça va être important de bien se planifier. C'est pas un travail qui est très long, mais c'est un travail qu'il faut faire avec rigueur. Donc, ça va être quoi se planifier? Ben, ça va être de prévoir nos actions qu'on va poser pour les élèves qui vont peut-être trouver le problème trop rapidement, puis pour les élèves qui vont peut-être trouver le problème trop difficile. Fait que c'est pour ça qu'on va bien se planifier en pensant aux démarches, aux stratégies ou aux procédures que les enfants pourraient essayer de prendre, qui serait un bon choix ou peut-être un moins bon. Mais on va penser à ça pour qu'on soit capable, après de venir, lorsqu'on va vivre l'activité, pour qu'on soit capable de venir poser les bons gestes, poser les bonnes questions, relancer les élèves qui seraient pognés dans un cul-de-sac, ou encore pour alimenter puis pousser les élèves à aller vers peut-être quelque chose de plus complexe s'ils ont déjà tout trouvé. On va aussi se questionner sur les obstacles que les élèves pourraient rencontrer, puis les erreurs qui pourraient naître de ces obstacles-là. Donc, les erreurs qu'on va engendrer vont souvent dépendre de la compréhension des différents concepts des élèves ou du contexte. Fait que ça va nous aider aussi à faire une meilleure animation lorsqu'on va lancer l'activité. Puis au final, ben, il faut penser l'organisation de la classe. Hein, ça, on commence à y être habitué, mais il faut pas l'oublier. Il faut penser à l'organisation de la classe. Est-ce qu'on va faire travailler les élèves en équipe? Si oui, en équipe de combien? Quel genre d'équipe? Des équipes homogènes ou des équipes hétérogènes? Si on choisit des équipes, ben, en fait, quelle intention va guider notre choix? Donc, pourquoi on prendrait des équipes hétérogènes ou pourquoi, au contraire, on préférerait des équipes homogènes? Les équipes homogènes ben, nous permettent d'intervenir
avec des élèves avec un niveau là peut-être plus semblable. Les équipes hétérogènes pourraient parfois peut-être permettre aussi de venir aider l'un et l'autre dans certains défis qu'ils pourraient avoir, mais des défis complémentaires si on veut. Mais il faut bien penser cette organisation-là. Ensuite, l'organisation physique. On va placer les élèves comment? Parfois, les élèves se placent spontanément, puis déplacent des bureaux, ce qui fait que c'est très difficile d'avoir accès à l'ensemble des élèves parce que le parcours est semé d'embûches. Mais on va penser quand même ça, aux voies pour circuler efficacement, puis avoir accès à tous les élèves, puis entendre ce que les élèves se diront pour pouvoir les guider, puis aussi voir ce que les élèves produisent comme démarche. Aussi, puis là, je vais me permettre, je vais dire frapper sur le clou un petit peu. Souvent, on a la perception, puis comme enseignante, je pense que j'ai été un peu là-dedans aussi. On a la perception des mathématiques comme d'un travail plutôt solitaire, hein, du mathématicien qui est devant sa page, qui noircit des pages de calcul. Mais en fait, les mathématiques sont un exercice qui est foncièrement collectif, je vais dire ça comme ça. Puis souvent, ben, c'est aussi une discipline où l'affectif, c'est toujours le cas dans toutes les disciplines, mais les mathématiques, c'est assez bien documenté qu'au niveau affectif, les mathématiques ont vraiment une forte teneur, je vais dire ça comme ça, une forte teneur affective. Donc, de placer les élèves en équipe, de leur permettre d'échanger leurs idées, leurs perceptions, leurs stratégies, qu'est-ce qu'ils comprennent pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses de demander ça à un petit copain ou une petite copine dans la classe? Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être vraiment, vraiment, vraiment aidant pour eux. Puis ça va être aidant pour vous aussi, parce que en leur permettant de parler, d'échanger autour de leur stratégie, eux, ça leur permet de grandir comme jeunes mathématiciens. Puis vous, ben, ça vous évite aussi de devoir courir partout parce qu'il y a 26 mains levées qui attendent après vous, puis qu'on répond plutôt à 4 fois la même question. Mais on peut éviter ça. Une des façons, lorsqu'on est en train de travailler dans une dynamique là, d'apprentissage, ben, c'est de les mettre ensemble puis de leur permettre de justement donner vie à tout ce raisonnement-là puis de le justifier aussi. Quand on permet aux enfants de parler en mathématiques, de parler mathématiques puis de parler dans des contextes mathématiques, on les oblige à venir justifier des affirmations. Puis là, on est en train de travailler notre C2, là, travailler notre situation où on est en validation. Il faut dire si un tel a raison, s'il a tort, puis pourquoi. Puis on est en train de travailler notre troisième compétence où l'enfant doit communiquer à l'aide du langage mathématique parce qu'on lui offre un contexte sur un plateau d'argent où il n'y a pas le choix d'utiliser des termes mathématiques. Donc, je ferme la parenthèse concernant l'importance de laisser les enfants communiquer, puis le côté très relationnel des mathématiques qui peut là, aider, puis si on veut, qui peut accompagner l'élève dans sa construction de sens. Donc, pourquoi je vais penser à ma démarche, penser aux obstacles, pourquoi je vais penser aux stratégies que l'enfant va utiliser, pourquoi je vais penser à l'organisation de la classe, mais en fait parce que ça va me permettre de poser, comme je vous disais, les bonnes questions pour les élèves qui seront coincés ou encore d'avoir déjà pensé à comment je vais alimenter les élèves qui pourraient trouver ça trop facile. Est-ce que je vais ajouter comme le même type de défi, mais en ajoutant une contrainte? Est-ce que je vais penser à ajouter le même type de défi en changeant le matériel de manipulation? Est-ce que je vais... comment je vais venir moduler un peu tout ça? Bien, ça va dépendre de votre problème, puis ça va dépendre aussi de la réflexion que vous aurez fait avant de soumettre le problème aux élèves. Donc, comment on anime ça? Là, une fois qu'on a trouvé notre bon problème, qu'on a pris là une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour voir qu'est-ce que les élèves seraient susceptibles de faire, les obstacles qu'ils pourraient rencontrer, les erreurs que ça va engendrer. Une fois qu'on a tout fait ça, ben, il vient le temps de l'animer devant les élèves. Donc, je vais commencer par traiter des mots qui ne sont pas entre parenthèses, puis ensuite, je vais vous expliquer là, de quoi il en retourne avec les pronoms personnels entre parenthèses. Donc, en premier, ben, c'est l'étape de l'analyse. Fait qu'on va laisser les élèves explorer le problème, le lire, le résoudre seul ou avec des amis, là, seul ou en équipe. Puis dans le fond, ben, on va questionner les élèves sur leur compréhension, puis on va leur laisser essayer de le résoudre. Dans un deuxième temps, on va mettre en commun les stratégies. Donc, les différentes façons que les élèves ont vu de résoudre le problème. Puis ça, là, on peut le faire, mais on n'est pas obligé d'attendre qu'ils aient tous terminé. Si on sent que le problème est un peu compliqué, et que les élèves ont quand même besoin d'un accompagnement supplémentaire, ben on peut faire ça un peu plus tôt pour venir aider les élèves qui peut-être piétineraient. Puis si tout le monde piétine, parfois, ben 2 têtes valent mieux qu'une. Fait qu'on peut venir
échanger ensemble sur les difficultés qu'on rencontre, puis nécessairement, ben, il y a certains élèves, parce que c'est pas tout le monde qui va éprouver les mêmes difficultés, ben, on va être capable de venir dénouer certains problèmes probablement en les partageant, nos problèmes, puis en partageant nos essais, puis les erreurs que ça a occasionné, puis qu'est-ce qu'on a appris de ces erreurs-là. Donc, si on continue dans un deuxième temps, là, c'est qu'on veut rendre explicite les ressemblances entre les différentes stratégies des élèves, puis les différences aussi entre les différentes stratégies. Puis après ça, quand le problème est terminé, fait que là, on les laisse poursuivre pour essayer là, de se rendre le plus loin possible dans la résolution. Puis après ça, quand la plupart des élèves ont terminé, ben là, on va venir formaliser les apprentissages en les rendant explicites. Donc, en nommant qu'est-ce qu'on a appris. Donc, dans l'exemple que je vous donnais, où les élèves séparaient les bonbons, ben là, on viendrait nommer qu'on a appris, qu'on pouvait partager, comment ça se traduit sur un partage en mathématiques. Puis on vient nommer aussi l'idée qu'on est allé séparer un bonbon en deux parties. Ces deux parties-là, on peut les appeler des demi ou des moitiés. C'est un langage mathématique, même si on l'entend à la maison quand on me demande de manger une demi-pomme ou quand on a la permission de manger une moitié de pops, ben c'est un langage qui est mathématique puis qui a une signification. Fait qu'on peut venir formaliser tout ça, puis tout dépendant où on est rendu dans notre planification pédagogique, puis on peut aussi formaliser davantage en poursuivant sur le concept de fraction ou en poursuivant sur le concept de division. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Dans le fond, on formalise à la fin lorsque les élèves ont résolu en bonne partie le problème. Un chercheur américain emploie, un peu là, pour retenir ces trois phases-là, emploie le tu, le nous et le je. Donc, si on reprend ça, exactement la même chose que je vous ai dit, mais avec le truc de notre chercheur, ben, on pourrait dire aux élèves, tu vas lire un problème et tenter de dégager ce que tu en comprends, puis voir comment tu pourrais faire. Ensuite, nous allons parler de ta réflexion, puis de tes essais, puis de tes erreurs aussi. Puis le je, ben c'est je vais m'assurer que tu comprends ensuite la matière qui était dans le problème ou je vais m'assurer que tu comprends ensuite bel et bien le problème que tu as réalisé. Fait que là, on a comme ces trois phases-là, le tu, le nous, le je. Ça vient d'un chercheur américain, donc le tu, si vous êtes plus à l'aise, si vous voyez vos élèves, ça pourrait fort bien être le vous, le nous et le je, mais il y a quelque chose là, comme moyen technique que je trouvais quand même agréable. Donc là, on vient de voir les raisons, les façons de planifier l'apprentissage par la résolution de problèmes. Dans la vidéo suivante, là, on va voir les deux autres modalités, les deux autres raisons pour faire de la résolution de problèmes, qui est d'apprendre pour résoudre des problèmes et ensuite d'apprendre pour apprendre à faire des problèmes. Donc, c'est pas la même modalité, c'est deux modalités différentes, mais avec le même mot-clé.